Alors, je ne sais pas si vous connaissez le streaming musical, mais c'est ce qui fait que le secteur de la musique s'en sort plutôt bien, en tout cas l'année dernière. Bonjour Bruno Lyon, vous êtes le nouveau président de Tous pour la musique, l'association des professions de la musique, et puis vous êtes le gérant des éditions Peer Music. Vous respirez aujourd'hui, le marché de la musique va mieux ? Alors, ce qui est tout à fait certain, c'est que nous sommes sortis d'un cycle totalement dépressif pour ce qui est du marché de l'enregistrement, le marché du disque d'hier et aujourd'hui des supports numériques, qu'ils soient sur iTunes, où on peut télécharger sur son ordinateur, ou les services de streaming, qui sont en gros un système d'abonnement à distance où vous avez accès à tout. L'ensemble recommence à se porter à peu près mieux. On est encore loin de ce que ces marchés étaient. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que les marchés de la musique, ça ne s'arrête pas là. C'est bien évidemment toute une série de droits qui tournent autour des enregistrements, mais c'est aussi le monde du spectacle, le monde des instruments de musique, le monde des conservatoires, c'est de tout ça dont on... Mais qu'est-ce qui fait que ça va mieux alors ? C'est quand même le streaming. Ce qui fait que ça va mieux, c'est effectivement le streaming. Ouais. On a passé des caps. La France n'est pas très en avance, mais au niveau mondial, on a appris hier que le streaming devenait le vecteur de croissance, ce qu'on dit y compris en économie culturelle, du marché des enregistrements, qui est au cœur de notre vie. Et puis, là-dedans, on s'aperçoit qu'on a des mouvements qui sont très divergents. Il y a un marché du disque qui continue à décroître, du disque physique, le CD qui continue à décroître doucement, un marché du téléchargement qui est relativement stable, et un marché du streaming qui décolle. Encore une fois, disons-le, c'est la possibilité à distance d'accéder, ça mérite de le répéter, à peu près tout ce qui a été enregistré à ce jour. Selon les services, on est entre 20 et 40 millions de titres disponibles. C'est quasi infini. Absolument extraordinaire. On va voir ce que ça donne justement le streaming avec ce sujet de Vincent Plévin et Margot Bachelier. Des heures de musique accessibles partout et à tout moment. Pendant longtemps, la dématérialisation, une révolution pour le consommateur, a été le cauchemar des vendeurs de musique. Après avoir perdu presque la moitié de sa valeur en à peine 20 ans, l'industrie musicale reprend enfin des couleurs. En 2015, les ventes mondiales de musique ont augmenté de 3,2%. C'est la plus forte hausse depuis 1998. Une croissance portée par l'écoute en ligne. Le streaming, à présent, génère suffisamment de valeur, notamment grâce au streaming payant par abonnement, le fait de pouvoir s'abonner, c'est ça qui crée de la valeur et c'est ça qui rapporte de plus en plus d'argent à tous les ayants droit et en premier lieu les artistes. Avec l'expansion des smartphones et des plateformes d'écoute payantes, la vente de musique dématérialisée double les ventes. En France, 3 millions de personnes sont abonnées à un service payant de musique. Ils sont 68 millions dans le monde, soit 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Désormais, le secteur tire près de la moitié de ses revenus de la vente de musique dématérialisée. Les supports physiques, comme le CD, représentent encore 39%. Le reste des revenus vient des droits, notamment les droits d'auteur. Mais le bon vieux CD et autres vinyles continuent de séduire les Français. On constate que le CD n'est pas décédé, parce qu'il y a toujours justement un attrait de la plupart des consommateurs pour l'achat. En France, ça représente encore les 2/3 du marché français. 2/3 du marché français sont issus des ventes de CD et des ventes de vinyle aussi, le vinyle qui est en pleine explosion. Au niveau mondial, les ventes de CD et de vinyle poursuivent leur déclin, mais enregistrent une baisse bien moins forte que ces dernières années. Et ça veut dire aussi que le piratage existe de moins en moins ? De moins en moins, je ne dirais pas ça, mais ce qui est certain, c'est qu'alors qu'il y a encore 10 ou même 5 ans, le piratage était totalement dominant. Aujourd'hui, avec des offres qui sont complètes et qui sont abordables pour les consommateurs, on a le plaisir de voir que le piratage n'est plus ultra dominant. On ne peut pas dire que le piratage a arrêté. On en parle moins et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est rentré dans la norme. Il y a derrière une certaine... Les gens préfèrent payer 8, 9, 10 euros par mois. Et on préfère payer pour avoir un enregistrement de bonne qualité. On préfère payer... Alors oui, c'est quelques euros par mois, mais à côté des possibilités que ça offre, c'est tellement mieux. Mais par exemple, on peut écouter des heures de musique gratuites sur YouTube. Alors, YouTube, c'est un cas un peu particulier parce que YouTube est légal aujourd'hui, du moins en France. Il y a d'autres pays où c'est un peu plus compliqué. Mais YouTube se protège comme Google, sa maison mère, et comme tous les gens de médias comme vous, comme les gens de presse ou de cinéma le savent, derrière ce qu'on appelle la situation juridique d'hébergeur qui est prévue par une directive européenne et qui malheureusement leur permet
permet d'échapper à beaucoup de pression au niveau des droits d'auteur. À partir de là, on est dans une situation où même les plus gros, vous imaginez que les États n'arrivent pas toujours à se faire payer les impôts par Google. Vous ne gagnez pas d'argent avec YouTube. Ah non, ça concrètement, on fait de l'exposition, on ne gagne pas encore d'argent, même si ça progresse. Les grosses plateformes, Spotify, Deezer, elles ne gagnent pas d'argent non plus. Ce sont des géants, mais ils ne gagnent pas d'argent. C'est pas rentable. C'est un nouveau modèle qui est récent, qui est en construction, qui est un cycle d'investissement, retour sur investissement un peu long. Moi, ce qui m'importe surtout, je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver à peu près tout ce qu'on a envie. Alors, ça change en même temps l'économie de la musique, parce que derrière, tout est disponible. On vient d'un monde où on était dans un espace limité. Je pense à un magasin de disques, le rayon disque était limité. Une programmation de radio, le nombre de titres qu'on peut découvrir est limité. Une programmation de festival, c'est encore la même chose. Là, il y a tout. Et ça produit des effets de concentration de la consommation. On a une formule dans le métier que j'aime bien parce qu'elle dit bien ce qui se passe. On a tendance à aller vers ce qu'on connaît. Et ben c'est ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. On va tous au restaurant chinois parce que c'est là que la carte est la plus longue, mais à la fin, tout le monde prend des nems. Et à l'arrivée, ce syndrome fait que ça pose de nouveaux problèmes. Même si le marché globalement va bien, il est plus difficile pour tous ceux qui entourent les artistes, tous ceux qui les accompagnent dans leur construction de carrière, d'organiser le fait qu'il y ait assez de moyens pour que les 10 artistes puissent vivre de leur art. Est-ce qu'il y a une catégorie de population, ceux qui achètent des CD, ceux qui écoutent en streaming, ou alors ça commence à être bien mélangé ? C'est assez bien mélangé. Je pense qu'on a tendance à dire que c'est plutôt les jeunes qui écoutent en streaming et plutôt les personnes un peu moins jeunes qui écoutent encore des CD. Un senior, c'est 45 ans. Oui, j'avais un peu de mal à aborder cette idée. Mais en fait, c'est pas du tout aussi simple. Quand on voit les très grosses ventes de l'année dernière, c'est aussi Kenji et Luan qui s'adressent plutôt aux jeunes. Donc, on peut pas, en CD, bien sûr. On peut pas réduire l'un à l'autre. C'est en fait chacun sa pratique et c'est aussi ça qui est intéressant. Vous pouvez écouter sur votre vieille chaîne CD ou même sur votre vieille chaîne 33 tours qui maintenant... Oui, parce que le vinyle revient. Un peu, oui, pas partout, pas pour tout, mais oui, ça revient et ça remonte. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est les qualités et des chaleurs de son qui sont particulièrement agréables. Et puis à côté de ça, il y a des consommations de masse absolue et vraisemblablement, le streaming demain le sera. Ouais, vous parliez de Kenji, les émissions The Voice, Nouvelle Star, tout ça, ça vous aide ? C'est un déclencheur d'achat ? Je voudrais expliquer, mon métier à moi, c'est éditeur de musique. Ouais. Éditeur de musique, ça veut dire qu'on travaille avec les auteurs et les compositeurs. Et donc, The Voice, c'est deux choses. C'est d'abord une émission de télé qui a le succès qu'on lui connaît, avec la possibilité de diffuser de la musique en prime time, ce qui n'arrive pas si souvent que ça à la télévision française. Et puis ensuite, ce sont des artistes qui se sont construits très vite, peut-être un peu trop vite par rapport à ce qu'on connaît. Il y a beaucoup de déchets, c'est ça ? Dans la réalité. Pardon ? Il y a beaucoup de déchets ? Il y a du déchet, mais c'est même pas tellement ça. C'est imaginer qu'un... Non, mais pour un Kenji, il y en a combien qui tombent ? Dans l'émission, il y en a une vingtaine, mais derrière, c'est tous ceux qui ont des espoirs. Mais dans tous les métiers, il y a des espoirs. Alors celui-là, un petit peu plus que d'autres, parce qu'il y a des paillettes. Voilà. L'autre intérêt de Kenji, et c'est un dossier que je connais personnellement plutôt pas mal, ou de Lilian Renaud pour le dernier, c'est que ce sont des artistes qui, à un moment, arrivent très vite à chercher des chansons, et pour les auteurs-compositeurs qui ne sont pas forcément interprètes, les deux cas existent, c'est la possibilité de proposer des chansons. J'ai la chance d'avoir été l'éditeur, parce que des compositeurs avec qui je travaille les ont créés, du premier single de Kenji, Color Gitano, et du premier single... Donc vous touchez à chaque fois on touche l'auteur avec les auteurs et les compositeurs, on touche un tout petit peu d'argent pendant très longtemps, pendant que c'est exploité, mais c'est pas une chance pour un auteur-compositeur, il faut être clair, c'est pas une chanson fût-ce avec le succès, un succès comme celle-là, qu'on peut remplir son frigidaire toute l'année. Il en faut quelques-unes. Il y a de plus en plus d'artistes, on a l'impression, qui préfèrent faire des concerts plutôt que vendre des CD. Alors ça, c'est autre chose. On a vu que dans une masse qui se développe très positivement globalement pour le marché, très positivement pour le public, il est de plus en plus difficile sur un projet de grouper des moyens. Donc la
contrepartie pour les artistes qui sont également capables d'aller sur scène, c'est qu'ils y vont évidemment un petit peu plus. C'est bien humain. Mais les Stones, Madonna, ils vivent surtout par les concerts, par exemple. Les Stones, oui, mais enfin, ils ne sont pas venus en France depuis 3-4 ans, si je ne m'abuse. Ouais. Oui, ils vivent bien sûr beaucoup par les concerts. Dans quelle proportion, je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je constate aussi, et là encore, c'est une difficulté qu'on a, et puis une inquiétude pour l'avenir, c'est que comme il y a plus d'artistes très confirmés de ce type-là qui viennent, comme le portefeuille des Français pour les concerts n'est pas extensible à l'infini, pour les artistes de taille moyenne, si j'ose parler ainsi, il est beaucoup plus difficile de remplir les salles. On a plus de facilité à dépenser 100 € pour voir un artiste mythique qu'en dépenser 30 ou 40 pour aller voir un artiste dont on ne sait pas encore parfaitement ce qu'on va en voir penser. Johnny, mais après, il n'y a plus d'argent. Voilà. Et puis après, il y a, comme ça commence aujourd'hui, donc on peut en dire un mot, il y a le Printemps de Bourges et tous les festivals qui permettent d'associer des artistes très connus et des artistes moins connus en devenir. Merci beaucoup Bruno Lyon, Merci spécialiste de la musique et du marché musical et éditeur musical. Allez, tout de suite, tenez, on est en plein dedans, notre époque.